13e jour, bon début de semaine tout le monde. Aujourd'hui, c'est le tournant des années 90, quand les jeux de rôle ont pris un virage dark, un virage sombre, puisque les jeux qui ont dominé la décennie étaient des choses comme Vampire la Mascarade, où c'était plus contemporain, mais c'était vraiment plus au niveau des conspirations. Vous vous souviendrez d'Innomine Satanis Magna Veritas, qui avait un petit peu ce même vibe-là, cynique, humour noir et tout. Et aujourd'hui, on s'en va du côté de Werewolf the Apocalypse, qui était le cousin de Vampire la Mascarade. C'est des jeux qui ont été faits ensemble pour être dans un univers partagé. Et là, c'était tout nouveau à l'époque. Tu avais des jeux complètement différents, Werewolf et Vampire, qui pouvaient avoir tout à coup des personnages qui traversent les campagnes et viennent faire des caméos d'une campagne à l'autre parce que le système était le même. Donc, Werewolf the Apocalypse, c'est encore là le thème de l'éco-anxiété avant son temps, je dirais. Les loups-garous étant une espèce cachée au sein de l'humanité qui se bat pour Gaïa. Gaïa étant la Terre qui se fait détruire parce que la triade, la sainte triade de Werewolf, c'est-à-dire le Wild, le Worm et le Weaver, donc le tisseur, ben tout ça, ça s'est débalancé. Le Weaver étant la technologie, est parti et s'est emballé. Le Worm, ça, c'est tout ce qui est destructeur. Normalement, il y a une saine balance de tout ça. Et là, c'est parti en vrille et le Worm détruit complètement le Wild qui est Gaïa. Et le Weaver, pendant ce temps-là, se renforce puis fait juste restreindre, étouffer le Wild. Donc, les garous sont une race qui mène une bataille déjà perdue d'avance. C'était dans les années 90, déjà le New Future qui rentrait. Et cette bataille perdue d'avance contre la pollution, contre la destruction, ben, elle vient avec une espèce de désespoir d'être un petit peu trop tard au party puis de ne pas réussir à faire. Il y a tout un univers spirituel autour des loups-garous aussi qui les lie au monde des esprits. Ils peuvent transiger avec des esprits. Ils ont des patrons, donc des mécènes qui sont des esprits, qui sont eux autres aussi liés à des choses qui sont dans le réel. Ils se transforment des loups-garous, bien sûr, en une énorme créature. On appelle ça des crinos, c'est-à-dire des grandes créatures de 8-9 pieds de haut avec des griffes sod longues, des formes de combat complètement brutales. Mais il y a tout aussi une tradition orale, puis une façon de faire des loups-garous, un mythos, une culture de ces choses-là qui était dans le jeu et qui était super intéressante. Dans la dernière édition, ça a été modernisé, mais honnêtement, il n'y avait pas tant d'affaires que ça à faire parce que l'éco-anxiété puis tout ça, les batailles perdues, la rage d'être impuissant à empêcher ce qui est inévitable, c'est sûr que ça rentre au poste puis que c'est des thèmes qui sont plus actuels que jamais. Je pense qu'on a juste à regarder dehors pour voir que il y a peut-être des choses qui changent un peu et pas nécessairement pour le bien. Donc, tant qu'à être dans la rage et dans être l'impuissance, on s'en va d'un personnage qui va être Pierre Saint-Paul de la Savane, surnommé, parce qu'ils ont tous des noms de garous, donc des noms de loups-garous, lui, ce serait Fleur de Lys. C'est évidemment une espèce de leader, de politicien, de presque juge, en fait. C'est sûr, les arbitres, les philodoxes, parce que les loups-garous ont un auspice qu'on appelle, c'est-à-dire sous quel aspect de la lune ils sont nés et qui influence beaucoup leur comportement. Lui, c'est un philodoxe qui tranche, qui lead, qui est un petit peu une des figures de proue de la société des Kerns, qu'on appelle, donc des espèces d'assemblées de garous. Et Pierre Saint-Paul de la Savane, lui, a une rage à peine contenue pour une cause qui est déjà perdue ou presque perdue d'avance. En tout cas, c'est pas clair, mais est-ce qu'on peut encore changer le courant puis arriver à ça? C'est clair que lui, à partir du moment où quelque chose va critiquer ou il peut perdre les pédales puis tout à coup s'aliéner des alliés qui pensaient acquis depuis longtemps. Donc, ce qui était le fun avec la création de personnages là-dedans, c'est que c'était vraiment très simple, hein. C'était très friendly. On noircit des petits cercles sur une fiche vis-à-vis des attributs, donc de la force, des choses comme ça, et des skills, donc des habiletés. Puis quand arrive le temps de rouler, ben, tu calcules le nombre de petits cercles noirs vis-à-vis un plus l'autre, donc force plus intimidation. On roule le dé, on compte combien il y a de dés à 10 faces qui sont en haut d'une certaine valeur, et c'est le nombre de succès, ça nous aide à faire le succès. Donc, faire la fiche de personnage, c'était quelque chose de très
agréable, entre guillemets. Tu sais, c'était facile, c'était accessible. On était loin des roulés de dés puis de ce genre de choses-là. On noircissait des petites fiches, puis c'était très bien. On a des atouts, des alliés, peut-être des backgrounds qu'on appelle, donc des atouts qui sont dans notre jeu. Donc, peut-être qu'on a une certaine célébrité, peut-être qu'on a accès à des ressources inespérées. Et dans le cas des loups-garous, c'est des gifts, donc c'est des dons des esprits qui leur permet, par exemple, de voir dans le noir ou d'appeler une assemblée à des lieux à la ronde de ses congénères pour si on a besoin d'aide. Donc, Werewolf the Apocalypse, une tragédie moderne de White Wolf qui fait partie de ce grand univers-là. On m'avait demandé Vampire la Mascarade, mais qui sait, peut-être que ça va venir, mais je vais vous avouer que le désespoir de Werewolf et son Arano et son Oglosk, donc sa rage et son désespoir, l'espèce de balance, est assez savoureux malheureusement en 2026. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.